on se rend compte que ce qui se frappe lorsqu'on va parler d'énergie, dans notre enseignement en particulier, dans notre pratique, c'est qu'on lui accole divers qualificatifs selon les situations bien précises. Et l'énergie, elle peut être cinétique, elle peut être potentielle, elle est interne ou libre, et même encore de repos, le fameux E égale MC2, dont je crois on a parlé il y a quelques minutes ici dans cette salle, d'Einstein. Mais c'est toujours le même mot énergie qui est derrière ces idées, ces différentes formes. Et nous allons discuter de l'évolution du sens de ce mot depuis l'Antiquité grecque, et pour tenter de comprendre pourquoi, à un moment donné, c'est ce mot précisément qui a été choisi pour ces différents concepts. Pour m'accompagner, il y aura Anka Dan. Merci beaucoup, Rodolphe. Vous représentez ici le département de chimie, les piliers de cette nuit, à côté des littéraires, des historiens. Et donc, notre table ronde va commencer avec l'interrogation du domaine grec. Donc, energia, c'est un mot bien grec, mais ce n'était pas le seul mot grec qui pouvait désigner la possibilité, la potentialité, la force poussant à l'action. Energia avait comme concurrent, si on peut dire en grec, ischus ou romé. Et je vais commencer par donner la parole à Madame Barbara Cassan, éminent spécialiste de philosophie antique, d'Aristote, pour nous éclairer sur l'origine, sur qu'est-ce que signifie energia pour Aristote et pourquoi ce choix de energia par rapport aux autres mots qui signifieraient force, puissance, pour en parler aujourd'hui. Et parce que energeia ne signifie pas du tout chez Aristote force et puissance. Ça rentre en couple avec dynamis, qui est la possibilité, la puissance par rapport à l'acte. Et l'energeia, c'est la mise en acte. Donc, ça n'est pas. C'est un terme dont il faut d'abord comprendre qu'il est ontologique, métaphysique. C'est pas d'abord un terme physique. C'est d'abord un terme qui dit l'une des caractéristiques de l'être chez Aristote. 3 secondes pour dire ça. L'être chez Aristote se dit en plusieurs sens. Les sens qu'on connaît d'habitude, vous voyez bien, Socrate est mortel, là je fais une prédication, c'est prédicatif. Dieu existe, ça c'est existentiel. Dans Socrate est mortel, je pourrais dire autre chose, je pourrais dire qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est plus petit que Calliclès. Donc, là, j'aurais des catégories de la prédication. C'est les sens qu'on connaît d'habitude. Et il y en a 2 autres qu'on connaît moins. C'est l'être se dit selon le vrai et le faux, d'une part, et puis selon la puissance et l'acte, d'autre part. Et l'être se dit selon l'acte, c'est son maximum de dissibilité. C'est comme ça que ça se dit le plus, c'est comme ça que ça existe le plus, l'être. Il existe en acte. Et la preuve, c'est que, là, on confine à la théologie. Dieu, c'est l'acte pur. Et donc, il n'y a même pas de puissance dans Dieu. Il n'y a que de l'acte. Aristote le qualifie de noesis noeseos, la pensée de la pensée. C'est acte pur. Et vous voyez, cet acte maximum, il ne bouge pas. Il est immobile. D'une certaine manière, il est métaphysique. C'est-à-dire que c'est le premier moteur immobile, grâce auquel tout se meut, vers lequel tout se meut. Mais lui ne se meut pas, il est immobile. Vous voyez déjà la grande différence entre l'energeia aristotélicienne, qui est donc un maximum d'être, l'être à son plus fort degré d'être, et disons, l'énergie physique, au sens que vous avez évoqué tout à fait au début. Donc c'est déjà ça qu'il faut comprendre, je crois, à quel point c'est important ontologiquement, du coup théologiquement, du coup physiquement, et du coup rhétoriquement. Il n'y a pas un endroit, un lieu de la philosophie d'Aristote qui ne s'intéresse à l'energeia comme un maximum de. Alors, j'avais envie de vous lire la définition du mouvement chez Aristote, qui met en branle
la notion d'énergie, la notion d'énergeia. Et cette définition du mouvement, elle a fait rigoler tout le monde pendant des siècles, hein, à partir de la scolastique. Je vais vous la lire et on comprend qu'elle puisse faire rigoler tout le monde. L'énergie, l'énergeia, ou l'autre mot pour le dire, c'est l'entelekeia. Energeia, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est on est dans l'acte, ergon, et telekeia, on est dans la finalité, dans la fin. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est au fond le sommet, le maximum de l'être. Donc l'énergie, l'entelekeia ou l'énergeia, voilà comment, à partir de quoi se définit le mouvement. Le mouvement, c'est l'entelekeia ou l'énergeia d'un étang, hein, en puissance, en tant qu'il est tel. C'est cela le mouvement. L'énergeia d'un étang en puissance, en tant qu'il est tel, c'est cela le mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pas seulement bouger, pour se mouvoir, je reviendrai là-dessus dans 30 secondes, pour se mouvoir d'une manière ou d'une autre, on s'accomplit de la puissance à l'acte. Le mouvement, c'est un accomplissement, un passage de la puissance à l'acte. Ça ne fonctionne que parce que l'acte est premier, que parce que déjà, il y a de l'énergeia dans le étang qui va bouger. Et bouger, c'est très mal dit, car le mouvement pour Aristote, il y en a plus d'une sorte. Et la kinésis, le mouvement local, que nous avons seulement retenu, c'est une sorte parmi d'autres. Mais les différentes sortes de mouvements, c'est par exemple la naissance, la génération et la Torah, c'est-à-dire la aidez-moi. Corruption, merci. La génération et la corruption. Donc vivre et mourir, naître et mourir, ça c'est un mouvement. Ensuite, augmenter, croître, c'est un mouvement. Et puis bouger, c'est un mouvement. Et la définition du mouvement qui est donnée au début de la physique, vous voyez, elle est plus large que le mouvement local. C'est la mise en acte d'un étang en puissance en tant qu'il est tel. Quand il s'énergise, eh bien, il est en mouvement. Alors, cette définition qui a l'air un peu folle, j'aimerais la comparer, si je la retrouve, dans ces papiers, voilà, à la définition que Bernoulli donne en 1717. C'est la première fois qu'on utilise le terme de énergie en français. Alors, il dit l'énergie est le produit de la force appliquée à un corps par le déplacement subi par ce corps sous l'effet de cette force. Moi, je ne trouve pas ça tellement plus clair que la définition d'Aristote. Mais la différence extrême, vous l'entendez tout de suite quand même, c'est qu'il y a une force externe qui s'applique à un objet pour l'énergie cinétique. Il n'y a pas d'automobile, c'est pas ça d'abord. Alors que d'abord, chez Aristote, le fait qu'il y ait un passage de la puissance à l'acte, ça fait que le corps, l'étang, il est automobile. D'abord comme ça. C'est d'abord ça, le mouvement. L'automobilité de la nature. Voilà. Donc, ce qui me paraît très important à comprendre, c'est que l'énergeia aristotélicienne, ça vaut pour tout. Parce que c'est d'abord ontologique. C'est le plus haut sens de l'être, si vous voulez. Donc, à partir de là, vous avez vu, c'est théologique, c'est physique, et j'ajoute, tout petit codicile, c'est rhétorique. Parce que c'est quand les mots sont en énergie, quand ils mettent devant les yeux, que la rhétorique est bonne, qu'on est vraiment dans la grande poésie. C'est ça l'énergeia des mots, c'est véritablement que ça mette sous les yeux. Et ça peut le faire quand on est Homère, par exemple. Merci beaucoup, Barbara Cassin. Alors, je vais rebondir sur votre citation, puisque aujourd'hui, en langage moderne de notre enseignement de sciences physiques, ce que décrit Bernoulli, force fois le déplacement,
On appellerait ça le travail. À la même époque, donc, apparaissait le mot de force, et Leibniz, je crois, appelait l'énergie cinétique la force vive. C'est donc que des latins étaient en concurrence avec le energeia grec. Peut-être, Monsieur Lévy, vous pouvez nous éclairer sur pourquoi est-ce le mot grec, au contraire, qui a été choisi par rapport au mot latin. Oui, je crois que je représente la concurrence, et je dirais la concurrence perdante. Pourtant, Rome avait des atouts. D'abord, le jeu de mots sans cesse répété, Roma, Romais. Rome en latin, Romais en grec, c'est-à-dire la puissance. Cette idée d'une Rome qui représenterait la force à côté d'une Grèce qui serait le domaine de l'intellect, je dirais qu'elle colle à la peau de Rome. Quand on parle d'un travail de Romain, ça signifie un travail qui exige une sacrée énergie. Par ailleurs, le mot latin qui signifie la force, l'énergie, la puissance, c'est vis, génitif viris. Et vis, c'est également la deuxième personne du verbe volo. Vis signifie à la fois la force et tu veux. Par ailleurs, même si les étymologies sont totalement différentes, vis renvoie à vir, c'est-à-dire beaucoup plus le mâle que l'homme. De ce fait, le latin propose toute une série de jeux, autant sur les signifiants que sur les signifiés. Je donne un exemple. Virtus, qui signifie la vertu, évidemment, est perçu comme est perçu par les Romains comme proche de violentia, alors que virtus vient de vir et que violentia vient de vis. Alors, pour répondre à la question que vous m'avez posée, je crois qu'il y a une distinction qu'il faut faire, c'est la distinction entre le concept et la notion. Je mettrai évidemment le concept du côté du grec. Le concept cherche à enfermer, à emprisonner l'essence de quelque chose ou l'essence d'un terme. Le romain ne connaît pas le concept. Pendant longtemps, il ne l'a pas connu. La notion romaine est étrangère à cette idée d'un encerclement, d'une fermeture. La notion romaine cherche des référents, elle établit des équivalences entre les mots, entre des mots et des choses, entre des mots entre eux. Et de ce fait, la perception de la notion est moins forte, moins efficace que celle du concept. Le référent de vis est vir, c'est-à-dire que la puissance du mâle, la puissance générique, est à la base de tout. Mais c'est à partir de cela que va se créer une dynamique qui fera en sorte
que l'idée de puissance, l'idée d'énergie s'éloignera de ce référent premier, de ce référent immédiat. Je voudrais en donner quelques exemples. Pour ceux qui ont le texte, et je m'excuse pour les autres, nous avons un texte de Plaute qui dit « S'il refuse de le faire volontairement, c'est par la force que je le ferai sortir. » Donc, pratiquement dès le début, la dualité entre la force tournée vers l'extériorité et la voluntas, qui est la force intérieure. Mais cela n'empêche pas, pendant longtemps, la prédominance de l'idée de vis liée à l'idée d'un mâle dominateur. L'exemple que j'ai donné se trouve dans les Vérines, c'est le texte numéro 2. Je laisse de côté la force wim exercée sur des personnes de condition libre, les femmes violées. Et à partir de là, l'essence de vis ne cesse de s'enrichir. J'ai donné un vers de Lucilius. Piscium magnam atque alitium vim interfecisti. Tu as tué un grand nombre de poissons et d'oiseaux. Ça n'a l'air de rien, mais on passe de l'idée de force à l'idée de nombre. Un grand nombre d'eux. De même, quand on lit « Il rappellera le juge au sens du document écrit, ad vim scripti », on est passé du sens de force, violence, au sens de signification. Et le latin n'y voit aucune objection. De même, dans un passage de Caton, la force du chou, et c'est un sens qui sera fréquent en médecine, la force du chou, ce sera l'efficacité thérapeutique du chou. Alors, je ne veux pas vous embêter, vous accabler sous les citations, ce que je fais d'ailleurs, mais bon, je vais quand même montrer, pour répondre à votre question, comment le terme de vis multiplie son champ sémantique sans perdre ce point d'attache. Vitruve, c'est-à-dire le grand architecte du 1er siècle, ces mêmes auteurs ont cherché aussi dans l'utilisation de l'eau un moyen de réaliser des horloges et en premier lieu Ctésibius d'Alexandrie, je pense que le nom ne vous dit rien, qui découvrit aussi la puissance de l'air ordinaire et la pneumatique. Nous sommes passés au sens scientifique et technique, vis spiritus naturalis, la force du vent, c'est un sens que nous lui donnons, et la pneumatique, la force du vent lorsqu'elle est étudiée par une science. Et je voudrais dire un mot maintenant de la philosophie. Alors je vous laisse découvrir. Il y a un très 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 beau texte. Alors Lucrèce, il y a 2 références. L'une, vim subitam aquae, la force, le choc subit de l'eau. Et puis l'autre, qui est probablement l'un des plus beaux
vers de la langue latine, et Vénus enleva de leur force, et les enfants, par leurs caresses, aisément fléchirent de leurs parents le naturel intraitable. Nous sommes dans les débuts de l'humanité, humanité errante, sauvage, violente. Et qu'est-ce qui va faire que cette humanité passe vers un état de civilisation ou de moindre violence? Eh bien, c'est Vénus. Et Vénus enleva de leur force. Paradoxe, c'est Vénus qui enlève au wir, à l'homme, sa wim, c'est-à-dire sa force, sa violence. Et plus encore, ce sont les enfants qui, par leurs caresses, viennent à bout de la nature violente de leurs parents. Autrement dit, une subversion de l'idée de vis, de l'idée de force, par le triomphe du plus petit et d'un principe de plaisir qui n'était pas au début inhérent à vis. Et pour terminer, je rejoins là Barbara, chez Cicéron, la vis oratoris, c'est la dynamis théorique grecque. Et comme les Romains pouvaient être un peu surpris par vis oratoris, Cicéron ajoute vis ac facultas, c'est-à-dire la capacité, la puissance de l'orateur. Alors, vous m'avez demandé pourquoi c'est Energeia qui a triomphé et ce n'est pas vis. La réponse sera que vis était plus dispersé, plus échevelé, peut-être plus introuvable que Energeia. Merci beaucoup, Carlos, pour ce magnifique panorama qui nous explique aussi tout ce qui se passe à partir du XVIe siècle et des débats donc renaissants et modernes sur l'énergie. Et dans tes textes, nous retrouvons ce que Rodolphe évoquait avant, la table ronde, c'est-à-dire tous les mots par lesquels les savants tels Leibniz essayaient de parler de ce que nous appelons énergie, ou en tout cas les principes de l'énergie, vis naturalis. Et ensuite, évidemment, à partir du XVIIIe, comme Madame Cassan l'a montré, et ensuite 19e siècle anglais, début du 19e siècle anglais, l'énergie s'impose. On va passer tout de suite à l'extrémité du monde connu pour découvrir d'autres modes d'appeler l'énergie. Et donc je donne la parole à Monsieur Robert avant de vous donner la parole à la salle pour discuter de toutes ces richesses des mots antiques de l'énergie. J'ai pris un PowerPoint parce que le sujet est tellement vaste et j'ai si peu de temps que je préfère au moins vous le montrer. Il aurait fallu faire un haïku simplement. J'en ai fait un d'ailleurs, je vous le montrerai à la fin. Mais, alors voilà, donc c'est en 3 parties parce que je voulais... le sujet était dur. Que peut signifier l'énergie en Extrême-Orient? Je fais très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et en parlant à des amis sinologues chinois, tout le monde dit « Ah, l'énergie, c'est le qi ». Donc, bête et discipliné, je me suis mis là-dedans. C'est tout à fait vrai que vous connaissez ce mot, il est très connu en Occident maintenant. Je le prononce à la japonaise parce qu'on a l'impression que j'éternue chaque fois que j'essaye de le prononcer à la chinoise. Donc, c'est le qi. Le qi, donc, désigne alors, il faut partir souvent, il faut partir de l'écriture en Extrême-Orient, quelque chose qui est partagé par la Chine, la Corée, le Japon et le Vietnam, donc les caractères chinois. Et ça ne se voit pas ici, on le verra peut-être tout à l'heure, la racine du caractère. On le voit, vous voyez qu'il y a 2 traits horizontaux, enfin même 3 traits horizontaux, et puis une espèce de descente. Ces 3 traits horizontaux représentent de la vapeur d'eau.
c'est-à-dire 3 volutes, n'est-ce pas? Enfin, tous les étymologistes passent leur vie à se quereller entre eux, personne n'est d'accord, mais je pense que c'est quelque chose qui tient assez bien. Donc ça désigne à l'origine la vapeur d'eau, et que c'est donc quelque chose qui est très déjà abstrait dans une représentation de la nature, disons, encore très consacrée au phénomène, n'est-ce pas? Et désignant la vapeur d'eau, il désigne aussi quelque chose, une sorte de souffle, la vapeur d'eau étant assimilée aussi au souffle, à quelque chose de mystérieux qui est en nous, qui bouillonne en nous, et il désigne aussi donc une sorte de force, de force qui est qui correspondrait un peu à la force morale et à la force physique. Je vous en donne un exemple dans un texte assez ancien du IVe siècle. Enfin, vous voyez les tambours métalliques, grâce à leur son, chi, mettent en branle le souffle des guerriers, n'est-ce pas? Le tambour donne du courage à ceux qui vont combattre. Alors évidemment, donc c'est aussi un terme physiologique, médical, qui est très, très présent dans la médecine chinoise. Je vous donne en médecine, vous voyez, le couple ki-ketsu en japonais, c'est-à-dire le chi et le sang, c'est ce qui compose le fonctionnement corporel. C'est aussi un terme extrêmement courant dans la langue chinoise et japonaise moderne. Je vous donne 2 exemples. En chinois moderne, shang-chi, qui est un mot qui veut dire se mettre en colère, tout bêtement, c'est-à-dire produire du chi. C'est un peu comme le retentissement du tambour, n'est-ce pas? Vous vous mettez en colère, donc le chi est concentré. En japonais, c'est pareil. Faites attention, regarde où tu marches, où tu mets les pieds. Mets ton chi, fixe ton ki sur quelque chose. Comme vous dites aux soldats japonais, garde à vous, vous dites kyotsuke. C'est-à-dire, c'est la même chose. Fixe ton chi. Et alors, vous avez toutes sortes de termes qui sont comme cela. Je passe un peu. Alors, je voulais vous donner, donc, à partir de ce phénomène presque interne à l'homme, n'est-ce pas? Interne à l'homme. Je pense que c'est contemporain tout cela, mais nous avons accès à un autre champ, une autre dimension sémantique du chi, qui est la dimension naturelle de la nature en général. Et je vous donne ici, comme vous le voyez, un des poèmes les plus célèbres de la langue chinoise, qui est de Tao Yuanming. Et le premier vers dit littéralement le chi de la montagne. À la tombée du jour, se fait encore plus beau. Alors quelqu'un a traduit en anglais, j'ai regardé la traduction sur Internet, il y avait l'air de la montagne est plus frais le soir. C'est pas tout à fait ça. Mais en même temps, je pense que c'est l'atmosphère et le sentiment mystérieux de la montagne qui se dégage dans le cœur du promeneur le soir. Et le dernier vers est absolument magnifique aussi, un peu comme Lucrèce tout à l'heure, qui est l'un des plus connus de langue chinoise. Les 2 derniers vers, il y a là-dedans une profonde vérité. Quand j'essaye de l'exprimer, j'en oublie les paroles, n'est-ce pas? Alors, donc ça, alors, nous remontons un peu à l'origine, et l'origine, enfin, c'est le Lao Tzu, n'est-ce pas, Tintin, le lotus bleu, n'est-ce pas? Le Lao Tzu l'a dit, et il parle déjà du chi. Alors Lao Tzu, disons 3e siècle avant Jésus-Christ, mais avec des sources beaucoup plus anciennes. Et il donne ici deux excusez-moi. Ah oui, j'ai votre. Excusez-moi. C'est là. Voilà, excusez-moi. Je ne sais plus que la Haute-Seu a dit cela. Alors, donc, dans un chapitre, il parle vraiment de quelque chose qui est très corporel. Vous allez voir, et nous sommes, c'est quand même le même auteur, enfin, ou le même retranscripteur. Le premier, si l'on peut remplir les 2 sortes d'esprits dont est composé
la psyché humaine. Enfin, pour les tenir en une seule étreinte, les deux seront certainement indivisibles. Et là, il dit ici, si l'on concentre son chi pour arriver au summum tout à l'heure de la mollesse, de la souplesse. C'est le mot qui est dans judo, si on arrive, on ne pourra plus les séparer les deux, n'est-ce pas? Et alors, on deviendra tel un enfant-son, un petit enfant. C'est-à-dire, on retrouvera le côté naturel, non constitué, non rafistolé de l'adulte, n'est-ce pas? Évidemment, je passe très rapidement. Et l'autre chapitre, le 42, alors là, on tombe dans des choses qui sont bien plus connues, n'est-ce pas? Tao, la voix, le Tao, n'est-ce pas? Et vous allez voir que le Tao et le Chi sont bien liés entre eux. La voix engendre le 1 engendre le 2 engendre le 3 engendre la multitude des phénomènes, et ces phénomènes, la multitude, littéralement les 10 000 choses, n'est-ce pas, sont adossés au yin et font face au yang. Et, alors, j'aurais encore l'air de plus éternuer, Chong-Chi, n'est-ce pas? C'est le Chi qui est dans la vacuité entre ces différentes entités phénoménales. Ce chi vide, je dirais, constitue l'harmonie. Donc l'harmonie du monde, vous voyez que là nous sommes dans une idée proche de l'énergie, enfin tel que je me l'imagine, c'est un concept physique de l'énergie qui est très proche de ce que l'on pourrait penser. Mais malheureusement, le chi est, comme je vais le montrer, il est présent dans toutes les langues de ce que j'appelle de la sphère sinoglossique, mais il joue très peu de rôle dans le bouddhisme. Et le bouddhisme est quand même le grand facteur d'unité culturelle, religieuse et spirituelle de l'ensemble de l'Extrême-Orient. Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas un crypto-missionnaire, mais vraiment, du point de vue philologique, on ne peut pas ignorer ça. C'est comme si, comme le font certains d'ailleurs, vous parliez de la pensée chinoise sans parler du bouddhisme, alors que le bouddhisme, depuis le IIe siècle après Jésus-Christ, a été en profondeur dans la pensée chinoise. C'est comme si vous parliez de la pensée européenne sans parler du christianisme, n'est-ce pas? Et alors, j'ai fait un petit détour, parce que vous allez voir pourquoi, par Dante et le dernier vers de Dante, n'est-ce pas? L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Et alors, j'espère qu'il n'y a pas de dentiste dans la salle, parce que je vais dire des choses qui sont peut-être tout à fait absurdes. Mais ce dernier vers de Dante résout un problème majeur, n'est-ce pas, de cette dichotomie entre l'amour, Eros, et agapé, l'amour païen, entre guillemets, et l'agapé, qui est l'amour qu'on a utilisé pour désigner l'amour chrétien, justement, deux concepts antagonistes, enfin, et qui sont, en fin de compte, réconcilier l'harmonie dans ce dernier vers de Dante, c'est-à-dire l'amour de Béatrice, qui était le premier mobile devient l'amour divin, ultra-divin, qui meut tout l'univers, c'est-à-dire la réunion des quatre forces fondamentales, n'est-ce pas? Et alors, donc, autour de 1300, l'affaire était pliée en Occident, en Europe, n'est-ce pas? Voilà, Amor réconcilie les deux concepts. Ce n'est pas du tout cuit. Quand vous le voyez, si vous regardez les traductions modernes de la Divine Comédie, enfin quand je dis moderne, au 19e, 20e siècle, il y en a une magnifique qui date du 19e siècle, qui a été faite par un grec au service de l'Empire ottoman, Mousserous Pacha. Et vous voyez, Eros, Okinon, Elion, Kaitalastra, il le traduit par l'amour donc non chrétien. Et Kazantzakis, un siècle plus tard, qui n'est pas un parangon de bigoterie orthodoxe, n'est-ce pas? Il ne se résout pas à traduire Amor de Dante et il reprend Arapi, n'est-ce pas, le concept chrétien. Donc, alors, maintenant, il me fallait chercher quelque chose qui soit un peu comme cela dans cette pensée extrême-orientale qu'est le bouddhisme. Et je ne trouve qu'un... Je pense qu'il est assez qu'il est assez évident que ce qui constitue
l'énergie dans ce sens, c'est le terme sanskrit. Je ne l'ai pas mis en sens. Ah si, de karman, n'est-ce pas, c'est un neutre, qui vient d'un verbe qui veut dire faire, et ce mot veut dire l'acte. Et comme par hasard, energo, n'est-ce pas, energo, en acte, energia étant le substantif de energos, qui est en acte, eh bien, karma, n'est-ce pas, c'est l'acte aussi, et c'est l'acte. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet acte? Je vous donne la traduction, je vous donne le mot synoglossique de Clasie, n'est-ce pas? Et cet acte, c'est tout ce que nous faisons, nous, n'est-ce pas? Tous nos actes sont soit bons, soit mauvais, soit neutres, ils sont le plus souvent bons ou mauvais, et il nous retombe dessus. Remarquez, dans l'Évangile, il y a nos actes nous suivent. Vous l'avez aussi. Tout ce que vous faites se retournera contre vous, c'est-à-dire, comme dirait Pierre Dac, enfin, vous l'aurez dans le dos le reste de votre vie. Et mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que ce n'était pas seulement quelque chose d'individuel. Enfin, si c'est individuel, mais nous sommes beaucoup à agir et nous sommes beaucoup à constituer notre karma dans nos vies antérieures, qui ensuite va se réaliser en rétribution dans nos vies actuelles et va nous amener à faire des choses, bonnes ou mauvaises, mais qui vont à leur tour porter fruit dans la vie suivante, n'est-ce pas? Ça se déroule sur les 3 temps. Mais ce n'est pas le fait que vous renaîtrez comme Ouistiti ou comme professeur du Collège de France qui constitue seulement le karma, c'est que notre karma collectif, tous nos karmas ensemble, vont faire notre monde. C'est-à-dire que le monde que nous partageons, si nous sommes ici ce soir, c'est que nous avons fait des choses terribles dans nos vies antérieures, tous ensemble, et il y a 2 sortes de rétribution. Donc la rétribution directe, ce qui vous tombe sur le dos, et la rétribution indirecte, qui constitue peu à peu, qui élabore le monde, ce monde parfaitement phénoménal qui est le nôtre. Voilà, comment ça se fait tout ça? Eh bien, c'est que, à vrai dire, la matière n'existe pas, et tout vient d'une pensée. Alors, tout vient d'une pensée qui est entièrement impermanente. Et cette pensée est coordonnée, en quelque sorte, sur une idée du temps qui fait que le monde physique est constitué d'instants, d'atomes et d'instants en même temps. Ces atomes ont tous une vie extrêmement réduite. Je ne vais pas vous dire c'est l'ordre de la nanoseconde, si vous voulez. Dans chaque instant, vous avez les atomes disparaissent et réapparaissent. Notre monde clignote en réalité. Nous ne le voyons pas parce que ça clignote très rapidement, encore plus rapidement que les photos de cinéma, n'est-ce pas? Mais nous sommes et c'est une espèce de courant de pensée qui constitue cette pseudo-unité du monde. Ce courant de pensée clignote lui aussi, parce que c'est le même mot, n'est-ce pas? Le mot, j'ai mis opération de pensée ou instant de pensée, qui est en chinois avec la clé du cœur, c'est vraiment l'esprit. Alors voilà, nous sommes donc, et le nirvana, c'est faire disparaître l'acte en réalité. Ce n'est pas l'extinction, c'est l'extinction de l'acte et pas d'autre chose. Une fois qu'on n'a plus d'acte, il n'y a plus rien. Alors, je voulais simplement finir par beaucoup de physiciens actuels, et je vous cite cette merveilleuse phrase de Carlo Rovelli, n'est-ce pas, dans son livre très intéressant pour moi qui n'y connais rien. Il parle avec deux physiciens quantistes qui parlent ensemble, et l'un d'eux dit, voilà, c'est vraiment incroyable, comment on peut y croire? C'est comme si elle n'existait pas, la réalité. Et Rovelli brusquement, ça lui rappelle la philosophie, un des piliers de la philosophie bouddhiste indienne médiévale, Nagarjuna, que je vous cite ici, que je vous conseille de lire, qui justement refuse toute définition positive. Rien ne peut résister à la critique, au scepticisme développé par le bouddhisme. Voilà, je pense que... Alors, oui, voilà. Bon, ça c'était... Oui, alors voilà, donc... voilà, nous avons... Voilà. Je suis désolé. Merci beaucoup à tous les 3. Remarquez, c'est là que je devais m'arrêter avant vos questions. Pardon. Donc, Nishi no kata, chikara to yobu wa kokoro na rikari. Donc, ce qu'à l'ouest,
chez nous. On appelle l'énergie, la force, n'est autre que l'esprit. Voilà, c'était... Voilà.